Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en discoupe en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invités, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment prévenir la santé au travail. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Lara Issel Barantini, auteure, professeure et formatrice autour du bien-être au travail, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Lara. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. Je suis auteure de 2 livres aux éditions Duno sur la relaxation au travail. Je suis également professeure de yoga, de méditation, de cohérence cardiaque, de sophrologie. Bon, j'arrête la liste, on continuera tout à l'heure. Je suis formatrice, ce qui est une de mes grandes casquettes actuellement, tout ce qui est RPS, risques psychosociaux, dont le stress, et tout ce qui est TMS, donc troubles musculo-squelettiques, au travail. Donc vraiment, j'ai une grande partie de mon activité où j'interviens en B2B, donc en entreprise. Je suis également créatrice de contenu, toujours prévention santé au travail, pour différents médias. Ça va de la presse, magazine au podcast. Également, à peu près une dizaine d'applications en ce moment. Et j'interviens aussi comme formatrice, ça c'est important, j'y tiens actuellement, pour des soignants dans la conception d'ateliers, de gym douce, prévention chute pour nos seniors. Donc, je travaille avec plusieurs organismes gouvernementaux là-dessus et auprès aussi de groupes d'adultes autistes TDAH. Et là, j'utilise la yoga thérapie. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, hein. J'adore. Alors, on commence par quelle planète ? Pluton, Saturne, Vénus ? On n'est pas fini. Alors, quel type de problème ? Je dirais, en fait, vraiment, mon credo, c'est finalement qu'on sait tous et toutes faire inconsciemment ce que je vais apporter, que ce soit en atelier, peu importe les publics, seniors, soignants, formateurs, managers, collaborateurs ou aussi groupe d'adultes TDAH autistes. Je vais utiliser toute cette palette d'outils. Ça va du yoga, yoga thérapie, sophrologie, méditation, respiration, etc. Psychologie au travail. Pour qu'on se rappelle, en fait, finalement, que on sait tous et toutes faire. Ce sont des choses très faciles. L'idée, c'est une pédagogie expérientielle. Ça veut dire, j'expérimente une technique, un outil laïque. Je vois si c'est efficace pour moi ou pas à ce moment-là. Ou sinon, je vois comment je peux l'utiliser à quel moment de mon quotidien, comment ça peut être adapté. Et une fois que j'ai ressenti dans le corps, dans la tête et dans le cœur que ça me faisait du bien, peut-être que je vais être motivée pour l'appliquer ou peut-être le partager en famille ou avec d'autres collaborateurs. C'est un petit peu ça que j'ai envie de partager. Et qu'est-ce que ça règle comme problème intergalactique ? Peut-être tous. Et peut-être un de ceux qui est important, c'est de penser qu'on ne sait pas prendre soin de soi. Alors que si. Donc vraiment, moi, mon idée, c'est pour ça que j'ai écrit 2 bouquins sur les outils de la relaxation, la boîte à outils de la relaxation, parce que ce sont des outils simples, faciles. Il suffit d'être un être vivant qui respire et s'autonomiser. Peut-être c'est ça, c'est retrouver une certaine autonomie dans sa santé au quotidien et dans sa santé au travail, qui est un petit peu mon credo aujourd'hui. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les a priori qu'on se fait sur la santé au travail et comment la prévenir, c'est ça ? Exactement, oui. Sur la santé au travail, eh bien, en général,
on vient faire SOS Lara quand il y a, on va dire, un besoin, une problématique, un retour, quand il y a au travail, il y a le document unique qui est constitué avec des démarches et process pour aller vers une certaine qualité de vie au travail, également pour nourrir la marque employeur. Donc l'idée, on fait appel à moi à ce moment-là. L'idée, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est plutôt qu'on vienne dans une démarche préventive et c'est ce que j'essaye de transmettre. C'est, on peut agir à 2 niveaux, soit préventif, soit curatif. Mais la prévention, c'est l'habitude. Voilà, c'est ce qu'on a dit au début. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là? J'adore la stratosphère du bien-être. Je surkiffe. La Lara Touch, rendre facile, simple, ludique, des choses qui peuvent paraître compliquées simplement parce qu'on a mis le mot yoga. Le yoga, avant d'être une souplesse physique, c'est une souplesse mentale. Avant de mettre votre gros orteil gauche derrière votre oreille droite, finalement, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça me fait? Et est-ce qu'il n'y a pas une posture plus facile, qui a exactement les mêmes bienfaits, sans me péter une hanche ou une rotule? C'est vraiment la pédagogie expérientielle. C'est finalement, j'expérimente. C'est un petit peu à l'asiatique. Si j'ai envie de parler, ça me fait penser un peu quand j'ai passé 3 ans de formation avec Michel Audou, là, mes tout débuts, en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise, automassage. Et en fait, c'est ça, c'est expérimente, ressent avant d'intellectualiser. Nous, en tant qu'occidentaux, on a ce besoin, moi la première, de comprendre, de chercher pourquoi, si je fais ça, ça fait ça, etc. Plutôt, je me fie à mon intuition et à mes 5 sens. C'est pas mal déjà. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes, de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé? En fait, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et moi, j'ai perçu le manque puisque j'étais manager plusieurs points de vente dans du retail de luxe, prêt-à-porter de luxe, région parisienne, avec des centres de profit à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des équipes, d'accord, qui étaient sur le floor, etc. Donc une pratique commerçante très physique, très engageante pour les maisons pour lesquelles j'ai travaillé. Et la santé au travail, on n'en parlait pas beaucoup. On regardait les taux de turnover, mais tant qu'on avait les KPI, les fameux indices de progression qui pétaient le plafond, d'accord, et que les chiffres rentraient, le reste, pouf, Ouais. voilà. Donc je l'ai vécu clairement, moi je l'ai vécu dans ma chair, voilà, parce que je me suis cramée bien en 2011. Enfin, j'ai le fameux burn-out, vraiment, capable de me lever, etc. Enfin, je l'ai vécu bien dur, voilà. Et plusieurs personnes, en fait, dans ce milieu-là l'ont vécu. Donc, quand j'ai fait ma première formation de yoga, clairement, je suis allée avec mes petits tapis de yoga démarcher chez Station F. Donc, ça venait d'ouvrir. Je me suis dit start-up égale stress égale pas bien, de manière très schématique. Ils sont au quotidien, ils ont beaucoup de pression, pas forcément de temps. Et donc, j'allais proposer mes petites cartes de visite à l'époque. Donc, ça remonte à quelques années. Et en fait, c'est tombé entre les mains, finalement, de plusieurs personnes, dont des fondations qui m'ont fait intervenir pour leurs collaborateurs. Voilà, c'était vraiment, on nous prenait pour des huluberlus, qu'est-ce qu'elle va nous faire, nous demander de croire à un truc, qu'est-ce qu'elle fait avec ses tapis, avec son bol. Enfin voilà, les gens me regardaient un peu bizarrement. Maintenant, dans n'importe quelle entreprise, on passe avec un tapis de yoga, pas de sujet. Avant, c'était un peu bizarre. Je me souviens d'une anecdote d'une personne, c'était pour une boîte d'ingénieurs, d'informatique, qui me dit « Lara, c'est notre premier cours, vous allez nous demander de croire quelque chose, vous allez nous demander de poser les mains, un peu comme un chaman ou une sorcière ou une fée. » Je sais pas du tout. On va respirer, on va bouger, on va mettre les fesses en haut, en chien tête en bas, chien tête en haut. Ça va bien se passer, il y a rien besoin de croire. Mais à ce moment-là, en fait, j'en ai souffert, j'en ai fait souffrir les autres, clairement. J'ai été attaquée de harcèlement moral par 3 proches collaborateurs à l'époque. Je fais mon burn-out dans la même boucle. Et je mettais trop de pression, je savais pas comment la mettre, j'avais pas d'outils, je savais même pas ce que c'était la santé au travail. Enfin, je crois que en tant que retail manager, je crois que j'en ai jamais entendu parler. On parlait de management, etc., d'analyse transactionnelle, voilà. Mais
absolument pas de santé au travail. Voilà, un collaborateur égale chiffre, en tout cas, clairement. Et ça fait partie, du truc. Moi, je l'ai vécu dans ma chair, j'ai vu d'autres personnes le vivre. Et à un moment, je me suis dit, moi, j'ai grandi à la campagne, entre Drôme et Ardèche, une maman très proche de la nature, famille ardéchoise depuis plusieurs générations, donc élevée aux huiles essentielles avant que ça devienne un peu plus démocratisé. Je prenais un peu pour des uluberlus à l'école, avec les huiles essentielles à l'époque. C'est pas grave, un peu perché. Assumer maintenant, mais c'est vrai que ça existait pas, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à mon expérience? Je me voyais mal faire du B2C en cabinet avec mes techniques, parce que moi, entre quatre murs, c'est pas possible. Enfin, moi, je suis pas bien. Je me sens très à l'aise en groupe, et c'est comme ça que j'aime mon métier. Voilà, et c'est vrai que ça m'est venu un petit peu logiquement d'intervenir, d'apporter en tout cas du mieux-être au départ, et maintenant de la santé au travail, voilà, parce que ça n'existait pas. Et du coup, le mot qualité de vie au travail a été posé, et maintenant, enfin voilà, c'est j'allais dire, et même post-Covid, c'est encore plus au niveau de la santé mentale. On s'est aperçu de beaucoup de choses. Alors peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, de ton histoire. Toi, Lara, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la question de la santé au travail dans ta vie? Alors ma vie avant, j'ai eu 2 vies. J'en suis à la 3e à 41 ans. La première, moi, je suis de formation, je suis archéologue, spécialisée en égyptologie tardive. Donc moi, ma vie, c'était dans les sous-sols de la BNF ou de Paris 1 ou Paris 4, la Sorbonne, à traduire des papyri en hiéroglyphes, en hiératique, en grec, en latin. Donc je suis une dingo de lettres anciennes et du coup de sanskrit avec le yoga. Donc ça, c'est la première partie de ma vie. Donc à la fois un côté Lara Croft. C'est moins glamour, 4 heures du matin pour fouiller, faire des fouilles avec le petit pinceau et la truelle, parce qu'il fait très chaud, sinon ça tape trop pour faire des fouilles. Le métier d'égyptologue, archéologue, et puis on passe pas mal de temps dans les bibliothèques. Et puis deuxième partie de ma vie, retail manager pour 2 marques de prêt-à-porter de luxe sur Paris. Donc petite minette Dromo ardéchoise qui devient fashionista, qui s'est brûlée là-dedans. Donc là aujourd'hui, je fais un 42-44 qui est plutôt on va dire ma morphologie en faisant pas mal de sport, plutôt ma morphologie de base dans laquelle je suis bien dans mes baskets. Je faisais un petit 38. Donc voilà. Donc je mangeais pas, je fumais un paquet de clopes et demi, des Vogue. Voilà, c'est pour situer un peu le personnage. Je buvais énormément de café jusqu'à en trembler. J'étais pas très patiente. Le teint était pas très frais. Et je faisais tout pour ressembler à personne, peut-être androgyne, branchouille, que je pensais être le Graal à atteindre. Donc voilà, alors que moi j'ai grandi à la campagne de parents autodidactes et entrepreneurs, plutôt avec quelque chose d'assez sain de base en tout cas. Et je pense que j'ai voulu me frotter vraiment à l'opposé. Je pensais être une espèce de réussite sociale, en tout cas plus visible, quoi. Une espèce de besoin de reconnaissance sociale, je pense. Voilà, parce que du coup j'ai loupé mon agrégation et j'ai pas fini mon doctorat, donc j'ai une espèce de frustration de ce doctorat non finalisé finalement, et ce besoin de reconnaissance quelque part que je suis allée chercher là-dedans. Troisième vie, je me suis occupée d'une galerie d'art, rue Saint-André-des-Arts, où j'ai allié finalement le côté artistique et histoire de l'art avec le côté commercial, voilà, que j'ai développé. Puis quatrième vie, actuellement, en tout cas, ouais, troisième ou quatrième, voilà, ça peut aller, voilà, et revenir à une espèce de chose de vie, alors simple dans le sens sur des choses essentielles, voilà, et revenir sur des valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Voilà, ma maman habite pas très loin du village où enfin maintenant il est décédé, Pierre Rabhi, avec la Fort du Colibri, et j'ai grandi là-dedans. Je pense que j'ai fait le grand écart entre ces deux. Voilà, j'essaye de retrouver actuellement la petite Lara souriante en moi. Trop bien. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où la santé au travail s'est imposée à toi? Quand j'ai fait mon burn-out, je le résume 2011-2012, j'allais voir l'ostéopathe 3 fois par semaine. J'avais très très mal au dos. Je me rappelle d'un matin où en fait je montais les escaliers du métro Saint-Paul. Mais en fait j'arrivais plus à avancer, quoi. Mon corps il me disait mais vraiment c'était une telle force, une telle ça me demandait une énergie, un truc mais de malade, une souffrance telle. Je croyais plus à ce que je faisais. J'étais pas bien, j'étais dans les excès, dans les addictions, clairement. On avait quitté Paris déjà, avec celui qui allait devenir mon époux. Du coup, j'étais dans un petit village, dans la forêt, Vieille-Pierre, et l'ostéo du petit village m'a dit, Lara, tu te rends compte à quel point tu parles vite. Alors, je parle vite habituellement, mais alors là, c'était un truc de malade. Je souffrais énormément, moi je suis plutôt très, je suis rarement blessée, rarement malade. Je faisais pas de sport, je prenais pas de temps pour moi. C'était boulot de 7h à 22h, 7 jours sur 7.
Et cercle vicieux. Et à un moment donné, je crois que quand il m'a dit ça, il m'a dit Lara, va falloir t'arrêter là. Tu vas droit dans le mur. Le mot burn-out. Alors 2011, 2012, on n'en parlait pas encore. Hein. Donc Ouais. voilà, et je me le suis pris, mais alors bien. Je venais d'être accusée de harcèlement par 3 de mes proches collaborateurs, harcèlement moral. Clairement, je leur mettais trop de pression parce que j'ai un haut niveau d'exigence avec moi-même, mais trop de pression. Voilà, je savais pas comment faire. Ma hiérarchie, à l'époque, la qualité du travail n'existait pas. C'était la culture du chiffre à tout prix. Ouais. C'est ok, c'était une période, hein, voilà. Et je pense que c'est ça. Moi, je l'ai ressenti dans ma chair. J'étais aux urgences psy, hein, parce que je sentais que ça allait pas. Je me suis dit, soit je rentre dans un mur avec la voiture. Enfin, clairement, hein, je veux que ça s'arrête, je stoppe. Ça, faut que je trouve quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller aux urgences psy avant de faire une connerie. Clairement, c'était, voilà, ce moment-là. Je m'en souviens très bien. Et du coup, je suis sortie de là, une psychiatre, vraiment, je suis tombée sur quelqu'un de vraiment top. Je pense que c'était le début de ces prises de conscience, en fait, en tout cas du mot burn-out, voilà. Du coup, de la Wonder Manager, super cadre, qui a des indices de progression à 3 chiffres, sur du DCA à des millions d'euros, eh bien, je suis passée à la manager qui est en mi-temps thérapeutique. Alors, en tant que cadre, mi-temps thérapeutique, c'est un peu antinomique, la chose, et compliqué. Et puis surtout, je suis partie dans un monastère bénédictin. Il fallait que je parte, que je coupe. Et j'ai coupé pro, perso. J'ai beaucoup pleuré, ça a été compliqué. Mais je pense que j'avais besoin de ce moment de silence et de confrontation avec moi-même. Et je suis revenue en me disant, il faut que je change. Je peux pas continuer comme ça. J'ai négocié une rupture conventionnelle. Ça s'est pas fait sans mal, hein, clairement. Et j'ai repris un taf parce que je me sentais pas de me lancer encore. Je me suis dit, oh, je vais faire à l'époque une formation de naturo et tout, mais j'étais flippée. J'ai vu mes parents être à leur compte. C'était pas tous les jours rose, hein. Il y a des up and down, clairement, quand on est à son compte. Et du coup, j'ai repris un poste, du coup, de directrice de galerie d'art. Et puis, en fait, c'était reparti 7 sur 7, les vernissages, les artistes qui te produisent pas les œuvres, bla, bla, bla. Donc, j'étais repartie, mais alors bien. Et c'est moi qui suis partie. Eux, ils voulaient pas que je parte. J'ai dit non, là, cette fois-ci, je pars. J'ai pris un job alimentaire. Donc, de la Wonder Manager, j'ai pris un job alimentaire 3/4 temps. Donc voilà, on passe ne serait-ce qu'en temps pour avoir du temps pour moi. Et au SMIC. Donc financièrement aussi, c'est-à-dire que c'était le minimum vital. Puis je pense que j'avais besoin en termes d'ego pour moi-même. Je pense que je m'étais dit, je vais dans une espèce de reconnaissance sociale, je bosse pour des super marques de luxe, bla bla bla. Et je pense que je savais intrinsèquement qu'il fallait que je redescende dans mon ego et que j'avais pas forcément besoin, parce que la reconnaissance, elle est en soi. J'avais pas besoin forcément de reconnaissance extérieure. Et finalement, l'idée, ça a été, je vais commencer par me refaire une santé. Donc, j'ai repris le Bikram. Je fais du yoga depuis que j'ai 12 ans avec ma maman. Et j'ai commencé par le Bikram, qui est une pratique assez hardcore dans une salle surchauffée. Mais je pense que j'avais besoin de déposer, en tout cas, le mental, de suer quelque chose, de me débarrasser, de me délester, clairement. Et j'ai commencé à me former, en fait, en parallèle d'avoir ce 3/4 temps au SMIC qui me permettait d'assurer mon niveau, on va dire, alimentaire. Et ça a duré quelques années avant que je me lance, que je fasse le premier pas, en tout cas, de manière autonome, sans CDI et à mon compte. Mmh. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui sent qu'elle approche de cette sensation de burn-out sans pouvoir l'identifier ni poser des mots dessus peut-être, en ayant juste conscience d'en faire trop? Déjà, ça prend du temps. Moi, ça fait un peu plus de 13 ans, hein. Je crois que j'en suis alors guérie, je sais pas si on peut le guérir. Tu vois, j'ai encore de l'émotion en t'en parlant. Je pense qu'il me reste je suis guérie à 97. Ouais, non, mais voilà. Et je pense que ça restera et on va dire que c'est les blessures, c'est comme je crois que c'est l'art kintsugi. Ouais. On vient mettre de l'or sur des poteries pour réparer les fissures. Voilà, c'est peut-être les blessures qui font rentrer ou laisser passer la lumière. Prenez la métaphore qui vous parle. Mais le conseil, c'est de toute façon, ça va prendre du temps. Par rapport à tout ce qui est thérapie, etc., que ce soit holistique ou psychiatrie, peu importe, faites confiance à votre intuition. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question de personne. Et surtout, la personne, le thérapeute, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, peu importe, médecin, doit vous rendre plutôt autonome, en fait. Ouais. J'aborde le côté gourou. Ça me gêne fondamentalement. Le mot gourou, en sanskrit, en yoga, le gourou, c'est celui qui transmet. Quand on était un apprenti, un enfant, on vous plaçait en Inde pour faire le Guru Kula. Et on va venir expérimenter pendant toutes ces années d'enfance, différentes techniques, etc. Et le maître nous transmet. Mais c'est pas lui qui sait mieux que toi, d'accord? Il nous transmet, il nous fait expérimenter. Voilà, on n'est pas dans le sachant qui a une emprise. Ça, c'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui
énormément sur énormément de choses. Je suis plutôt dans l'autonomisation de la personne, voilà, l'expérimentation. Faites confiance à votre intuition. Je ferme la parenthèse là-dessus. Oui, soutenir, faire appel à ses proches. Moi, clairement, mes connaissances pro, ça s'est effondré. J'ai eu quelques proches qui m'ont énormément soutenue, dans mon conjoint, ma famille, quelques amis, et clairement, ça c'est hyper important, hyper soutenant. Et le tri se fait, mais alors, quand il nous arrive un truc, en général, voilà. Et d'être aidant aussi pour des personnes à qui ça arrive, hein. Ne serait-ce qu'envoyer un cœur, un truc, même quand on sait pas, on n'a pas les mots. Des fois, c'est recevoir un cœur de quelqu'un, je pense à toi, un petit cœur. Ça va peut-être illuminer la journée d'une personne qui est pas bien. Donc voilà. Voilà. Oui, c'est se laisser le temps de peut-être pas tout lâcher tout de suite. Ça a mis du temps, hein. J'ai mis 4 ans à me lancer complètement à 100% à mon compte. Voilà, et à développer du B2B, en tout cas de l'entreprise. J'ai mis du temps, j'ai gardé un job alimentaire à côté pour sécuriser. Voilà, l'idée c'est déjà de se poser au niveau financier quels sont mes besoins primaires, c'est-à-dire manger, mon toit, si j'ai des enfants, conjoints ou pas. Enfin ça c'est hyper important. L'idée c'est de pas tout faire exploser comme ça, parce que c'est pas l'idée du tout. Peut-être prendre le temps d'aller faire une retraite en méditation ou en yoga, revenir en fait dans son corps, dans son incarnation, ressentir les choses à son rythme, sans performance. Mais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait mal? Ça peut être du pilates, enfin ce qui vous avez envie de faire, de la rando, enfin que sais-je, un truc, des bains d'eau glacée. Il y en a qui font plein de trucs. Mais oui, c'est peut-être revenir des choses qui nous font du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je prends une feuille. Aujourd'hui, alors on va peut-être pas faire un SWOT, mais quoique, mais c'est peut-être ça, c'est qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui? Est-ce que c'est prendre mon café sur mon balcon? Est-ce que c'est d'aller voir une copine ou pas? C'est de bouquiner, de me faire 48 heures de série sur une plateforme? Ok. Ouais, peut-être se laisser le temps. Pas forcément patiente, mais vraiment entendre ça, que ça demande du temps de se relever d'un burn-out. Voilà. Il y a un truc en coaching. Moi, je suis pas coach de vie, loin de ça. Mais j'ai fait un coaching de vie au début. Une personne qui se lançait m'a proposé de me coacher sur 6 mois. Donc, très intéressant. Et je crois qu'on fait un petit cercle où on met tous ces domaines de vie. Alors, c'est comme un camembert. Moi, j'aime bien, je suis très visuelle. Et on vous demande de poser en répartition le temps que vous passez pour votre famille, le temps que vous passez pour vous, le temps personnel, le temps pour le boulot. Et le premier cercle que j'ai fait, en fait, elle me dit, mais t'as pas oublié quelque chose? Et en fait, je n'avais aucun temps pour moi, perso, de sport ou des trucs qui me font plaisir pour moi. Et à côté, on met l'idéalement ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce que je fais pour passer de l'un à l'autre? Donc, si aujourd'hui, vous me prenez une semaine et que vous n'avez absolument pas de moment pour vous, que ce soit sport, respiration, que sais-je, quelque chose, enfin, là, oui, c'est qu'est-ce que déjà je mets en place pour pas tomber et me brûler. Voilà, petit conseil. Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? Prendre du temps pour moi. Voilà, c'est prendre du temps pour moi. Donc, ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque via une appli. Ça peut être aller promener mon chien en forêt. J'ai une peluche de 34 kilos, voilà. Et en général, il me le demande quand je crée du contenu, que je suis devant l'ordi. Il vient me chercher, il me pousse. Je pense qu'il sait très, très bien faire. Les animaux savent nous donner les messages. Et j'ai envie de dire, vous me permettrez la comparaison, les enfants aussi, aller jouer avec eux dehors, voilà, faire une activité, voilà, juste parce que ça vous fait plaisir, revenir à des sensations un peu d'enfant, parce que ça fait du bien. Ouais. Donc c'est peut-être ça. Et même si j'ai des trucs urgents, importants, finalement, Fabrice Midal qui dit qu'il y a finalement rien n'est urgent, mais prendre du temps pour soi, c'est important. C'est peut-être ça. Si dans une journée, 24 heures, j'arrive pas à prendre 5 minutes pour moi, oui, je vais un peu droit dans le mur, quoi. Enfin, oui. Et c'est pas grave. On a le droit. L'idée, c'est je constate sans jugement. Puis voilà. C'est prendre ce temps-là. C'est peut-être de se connaître, en fait. De se connaître. Et surtout, alors là, ça va être le côté féminin, puisque du coup, j'ai aussi une spécialité en yoga de la femme, yoga des hormones et fertility yoga. C'est peut-être, alors si on est à son compte, c'est plus facile. Et encore que, c'est savoir qu'en tant que femme, en tout cas, même jusqu'à la ménopause, du coup, on est cyclique. Les hommes, alors grosso modo, le matin, c'est la testostérone, avec le cortisol qui monte, qui leur donne de l'énergie, pof, et ça descend tout au long de la journée. Voilà, pour la majorité des hommes. Et les femmes, nous, on a le cortisol, voilà, qui se déclenche au réveil vers 6-7 heures.
Et on a, suivant nos périodes du cycle, œstrogène, progestérone, etc. C'est plutôt que de combattre ce cycle-là, c'est faire avec. Il y a Miranda Gray qui a écrit un bouquin là-dessus, justement, Business et cycle. Normalement, il a été traduit en français. Je trouve ça très intéressant. Et bien, en tant que femme, d'utiliser justement ce pouvoir qu'on a finalement et cette énergie et savoir que, peut-être la dernière semaine avant les règles, pendant le fameux SPM, je vais faire des to-do list et j'aurai moins envie et c'est ok. Par contre, les 2 premières, je suis à fond et j'éclate tout au niveau taf. C'est la base de la santé. Je fais avec et je combats pas forcément. Je suis pas en force, mais plutôt j'utilise mes périodes. J'ai envie de dire, j'optimise et je capitalise. Bon, le terme me plaît pas trop, mais j'en vois pas d'autres. Je capitalise en fait sur mes forces. Qu'est-ce que ça a changé tout ça concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. Je fais 10 ans de moins. Non, je plaisante. Je veux dire, oui, j'ai 41, j'ai pas de rides, non mais clairement, alors je suis très mauvaise cliente cosmétique parce que je me tartine d'aloe vera, d'huile d'argan, je mets juste de la crème solaire pour l'été. Je suis même printemps, été, automne parce que je suis souvent dehors. Clairement au niveau, on va dire constante physiologique, douleur. Puis j'ai de la dénomiose qui est une variante de l'endométriose. Même si c'est difficile, moi j'ai horreur des habitudes et des rituels. Je sais que c'est exactement ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut. Je vis avec un ultra sportif, ultra marathonien qui est hyper calé et qui m'aide beaucoup. Donc peut-être s'appuyer sur son compagnon ou sa compagne. Donc voilà, et même pour les enfants. Moi j'ai pas d'enfants, mais je sais, ou les animaux c'est pareil. Observez-les, ils adorent les rythmes. Enfin voilà, quand vous calez, etc. Le sommeil est mieux, votre alimentation est bien. Ça n'empêche pas de se faire plaisir ou de faire quelques excès, c'est pas le sujet. Mais vraiment, c'est la règle des 80-20. C'est boring, ok, mais c'est ça. Tu peux peut-être confirmer, mais en tout cas moi clairement, je sais que dès que je mange des trucs un peu inflammatoires, je vais le payer pendant 48 heures. Je vais boire un verre de vin. Voilà, j'ai pas l'habitude. Je déguste un petit peu après, mais c'est vraiment ça, c'est se trouver en fait en expérimentant, en vous aidant ou en écoutant le podcast avec une très bonne naturo précédent, voilà, vos rythmes, ce qui vous fait du bien au quotidien, et voilà, et prendre ce temps-là, quoi. Si vous devez vous centrifuger des jus verts tous les matins parce que c'est votre truc, ça fera partie, ce sera votre cohérence cardiaque version jus vert. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça, c'est être conscient et conscient de ce qui nous fait du bien au quotidien. C'est la gourde d'eau au travail, c'est prendre ce temps de déjeuner avec les collaborateurs, ces moments de sociabilisation. C'est la meilleure manière de lutter contre tout ce qui est risques psychosociaux. On parle de santé mentale au travail aujourd'hui, avec des problématiques de suicide, de gens qui pètent les plombs, qui font n'importe quoi en entreprise. Voilà, c'est ça, c'est prendre ces moments, voir finalement, Martine à la compta, fait quelques semaines, on voit qu'elle est pas très bien. Ben non, mais on voit qu'elle est pas très bien et tout. C'est viens, on déjeune ensemble, même si on n'a pas forcément envie. Voilà, c'est faire ça. Ça fait partie aussi du yoga. Le yoga, c'est la non-violence, c'est l'altruisme, c'est prendre ce temps-là et finalement aussi, ça fait du bien de faire du bien aux autres. Et je crois que c'est une étude qui est sortie il y a quelques mois sur justement notre bonheur. On est tous à la recherche et toutes à la recherche de ce bonheur dans notre vie. Et finalement, le bonheur, on le trouve dans nos relations aux autres, dans nos interactions sociales. Voilà. Donc peut-être s'engager aussi bénévolement, peut-être dans la mesure de ses possibilités, de son temps, dans des assos ou des causes qui nous font du bien, qui correspondent à nos valeurs. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? J'essaye de mettre en application ce que je diffuse, que ce soit dans des formations, en entreprise, dans les cours de yoga, sur la création de contenu. J'essaye de mettre en application tout ça. Et en fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai écrit une boîte à outils parce que finalement, ce sont des outils vraiment simples et l'idée, c'est de venir piocher dedans. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, des fois, ça va être quelques respirations. Des fois, ça va être une promenade en forêt, un câlin à un arbre. C'est aussi cette connexion à la nature et revenir à du contentement. Contentement, ça veut dire, on parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent être en burn-out, en questionnement par rapport au sens de la vie en général. Peut-être c'est prendre une feuille de papier ou peut-être le faire dans sa tête comme on a envie. Dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien et qu'est-ce qui me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Bon, il y a les impondérables, bien sûr, avec une vie de famille, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Moi, mon kiff, par exemple, j'adore le café.
mais c'est hyper inflammatoire. Donc, j'essaye d'en boire 2 maxi par jour, ce qui est très peu pour moi. Alors, ce sont des expressos sans sucre, bien corsés à l'italienne, avec la cafetière à grains et tout. Et ben, c'est prendre ce temps-là. Prendre le temps, en fait, j'ouvre la cafetière, je sens les grains de café. Et c'est prendre le temps d'écouter la cafetière, le truc qui moue, se reconnecter à ses 5 sens. C'est l'imitation du raisin sec qu'on utilise comme technique de base dans le protocole MBSR de John Kabat-Zinn sur la mindfulness, la pleine conscience. C'est ça, je viens sentir le café, écouter le bruit des grains, toucher la tasse chaude. Vraiment, j'utilise les 5 sens. Et pour moi, même si j'ai une journée de folie, parce que, je sais que je prends ce moment de pleine présence, clairement, pour éviter d'être, moi j'appelle ça les familles de hamsters qui tournent dans la tête, tu sais. Des dizaines de familles de hamsters qui tournent en même temps. Trop bien, tu fais plein de parallèles avec les experts bien-être qui sont passés sur le podcast. Donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver sur l'épisode 16 jusqu'à l'épisode 21 les sujets de cycle MBSR, méditation, pleine conscience. Et tu as également recommandé l'épisode 2 et 3 du podcast avec la naturopathe Ambre Rosin. Mais alors continuons. C'est quoi ta routine bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi? Eh ben, c'est de partir avec mon chien en forêt. Donc, je croise des sangliers, voilà, ça se passe plutôt bien. Les biches, et ça va, les écureuils, ça va. Voilà. Mais c'est ce moment, eh ben, je vais prendre une demi-heure qui vente, qui neige, qui fasse nuit. Donc, j'ai un super bonnet rose, une lampe frontale rose, voilà, qui éclaire bien, et un gilet phosphorescent rose. Donc, si vous voyez un truc rose, blond, c'est bon, faut rester avec son chien. Ah ouais, ouais. Et clairement, j'ai besoin de ces moments-là. Moi, je sais pas faire à 50%, je fais soit à 500%, soit zéro. Au milieu, je sais pas faire. Et j'ai pas envie de faire d'ailleurs. Et du coup, j'ai besoin de moments de silence, en fait, où je coupe tout. Je mets en avion, téléphone, et je suis avec mon toutou, je regarde les arbres, j'écoute les bruits. Et c'est vraiment un moment, je laisse les pensées. Voilà. Si c'est compliqué, je peux écouter un podcast. Voilà. C'est vraiment ces moments, moi, c'est, ouais, la forêt, la nature, c'est marcher pieds nus. Cette reconnexion, en tout cas, cet ancrage, moi, ça me permet de retrouver de la stabilité, que ce soit mentale, émotionnelle, etc. Je suis hypersensible. On peut l'appeler digital détox, on l'appelle comme on a envie, mais c'est ces moments importants de ressourcement. Et la question, c'est est-ce que j'ai quelques minutes par jour pour me ressourcer moi? Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment, simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. L'anecdote croustillante. Je suis en legging tout le temps pratiquement. Et en fait, moi je fais un 42-44, donc j'ai les cuisses qui se frottent. Donc mes leggings, eh bien, s'usent entre les cuisses. Donc en fait, eh bien, quand je dois me mettre en tailleur, etc., c'est de m'apercevoir qu'en fait, mon legging est en train de complètement se déchirer à l'entrejambe avant une journée. Donc c'est plutôt embêtant. Donc j'ai fait beaucoup de postures jambes croisées. Donc voilà, c'était l'anecdote croustillante, inavouable. Donc je check, maintenant j'ai un legging de rechange. Bon, c'était l'anecdote, mais je pense que ça parlera peut-être à d'autres profs de yoga, donc même à d'autres femmes d'ailleurs. Et sinon, sur quoi la santé au travail t'a le plus chamboulé, a provoqué un big bang dans ta vie? Non-bienveillance chez les professionnels du bien-être ou de la santé, au travail ou pas d'ailleurs. Moi, je suis plutôt une bonne patte et peut-être un peu naïve, mais je trouve que la naïveté est plutôt une bonne qualité quelque part. Ça nous permet de pas avoir de fausses croyances et d'y aller l'affaire au fusil, hop, et on y va. On verra bien ce que ça donne. Quitte à se cracher, mais c'est pas grave. Voilà. On rebondit toujours où il y a la fenêtre d'à côté qui est ouverte. Si la porte, elle est fermée, c'est pas grave, on peut passer par la fenêtre. Mais oui, c'est plutôt ça. Bien sûr, il y a de la concurrence. Ce qui est plutôt logique et plutôt bien d'avoir de la concurrence, plutôt sain. Mais le fait de se faire tirer dans les pattes, moi ça m'est arrivé quand je me suis lancée. Mais peut-être la non-bienveillance en tant que professionnel de la santé au travail, clairement, jalousie, concurrence, tirer dans les pattes. Et ensuite, deuxième chose, c'est également via les médias où je suis. Alors je suis petite micro, à mon niveau de la oui, mais il y a des gens que je côtoie qui sont très très connus, qui s'en prennent plein la gueule. Ça va du mannequin à l'auteur de best-seller, voilà, j'échange pas mal avec
des connaissances pro. Moi, je crois que ce qui m'a fait très mal et ce que j'ai pas compris, mais bon, je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre, c'est quand j'ai animé le rendez-vous anti-stress de Lara pour Santé Magazine sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, je m'en suis pris plein la gueule. C'était tous les soirs. Du coup, je faisais une petite vidéo sur une technique. Oui, je suis ronde, je fais un 42-44. Moi, je suis OK avec moi. Je suis bien dans mes baskets, je fais du sport. Enfin, j'ai déjà couru des courses à pied de 15 kilomètres. J'ai couru 2-3 trails. Donc, je veux dire, c'est OK là-dessus. Je suis plutôt bien dans mes baskets. Et en fait, j'ai eu tellement de violence, mais pas sur le contenu que j'apportais. Moi, j'essayais de le faire de manière très altruiste, hein, ok. Eh bien, en fait, j'ai été attaquée sur mon physique. J'avais un body noir, on voyait rien, on voyait pas ma poitrine, pas décolleté. Je suis très vigilante par rapport à ça, etc. Puis parce que moi, je suis plus à l'aise comme ça aussi. Je m'en suis pris plein la figure, sur mon corps, mon visage, mes cheveux, mon sourire, je ne sais quoi. Ah oui, mes yeux bleus. Enfin, je veux dire, j'ai plein la gueule. Et encore, c'était à mon petit niveau. Enfin, je veux dire, je m'expose, mais je veux dire, je suis pas non plus très connue. Mais je veux dire, quand j'ai échangé avec des personnes connues, ils s'en prennent plein la gueule. Pareil, quand j'ai posé en culotte pour différentes marques, voilà, dès qu'on me sollicite, moi je suis ravie, moi je suis à l'aise avec moi-même pour poser comme mannequin. Mais vous voyez, j'ai même du mal à mettre le mot mannequin qui est inscrit sur mes contrats, clairement. Pourquoi? Parce que je fais un 42-44 et qu'un mannequin dans l'imaginaire de tout le monde, ça doit être 34, avoir les abdos, etc. Et une amie mannequin dont c'est le taf, mais qui s'en prend plein la figure. Elle prend 3 kilos, elle est énorme, alors que c'est juste une bombasse, hein, clairement. Elle en perd 3, on voit ses abdos, elle est anorexique. Ils s'en prennent plein la gueule tout le temps, dès qu'on est exposé. Voilà. Et j'ai commencé, du coup, pour revenir là-dessus, à lire les commentaires, en fait, sur les vidéos que je faisais. Et puis j'ai arrêté parce que, au bout d'un moment, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous plaît pas. Qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps à marquer blablabla, blablabla, blabla. Voilà. Après, c'est une incompréhension. Maintenant, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Mais oui, cette exposition est peut-être médiatique. Moi, ça fait partie de mon métier, clairement. Ça fait partie de mon métier. On peut pas plaire à tout le monde. Et comme moi, il y a des personnes qui me laissent indifférente ou qui, à la rigueur, quand quelque chose me titille un peu, j'essaye maintenant de prendre un peu de recul et de me dire, mince, qu'est-ce que ça vient titiller? C'est de l'envie, de la jalousie, de la frustration. Qu'est-ce que ça renvoie en moi, quoi? C'est l'espèce de truc miroir. Voilà, mais je suis en capacité, en tout cas j'essaye de me dire, bon, qu'est-ce que ça vient titiller? Ou si c'est désagréable, je laisse de côté, ça reviendra quand ça reviendra, c'est OK. Voilà. Alors sur ce podcast, je travaille sur cette idée justement qu'on sorte de ces représentations stéréotypées du monde du bien-être, qu'on démystifie un peu les imaginaires collectifs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'on lâche un peu ces stéréotypes sur le corps des femmes, particulièrement présents dans le monde du yoga par exemple? Déjà de se regarder soi. En tant qu'homme et en tant que femme, qu'on soit plutôt, j'allais dire, de corpulence fine ou voluptueuse, peu importe, je veux dire, on s'assoit, on va quand même avoir des petits plis sur le ventre. Le ventre lisse, en tout cas en position assise, c'est impossible. C'est humainement impossible. Et la peau vit, et voilà. Et la loi de la gravité existe aussi en prenant des années, clairement. Si vos constantes physiologiques sont OK, vous êtes en bonne forme, que vous n'avez pas de douleur, faites du sport, est-ce que vous avez envie de faire? Enfin, je veux dire, pourquoi se prendre la tête? Pour répondre à j'ai bossé là-dedans, j'ai véhiculé ça pendant une partie de ma vie, où il fallait absolument rentrer dans un 34. Moi, je suis jamais rentrée dans un 34. 36, oui, mais 34, non, jamais. Même 32, on faisait du 32 à l'époque. 22 aussi, en taille américaine, pardon. Du coup, c'est une très petite partie de la population. On parle des femmes françaises, je crois que la femme française moyenne fait un 40-42. Faut juste remettre le truc. Si vous êtes en bonne santé, votre IMC est à peu près OK, waouh, tous les corps sont beaux, qu'on soit mince, poitrine, pas poitrine, etc. Habillez-vous comme vous avez envie. Moi, je sais pas, j'ai envie de mettre un bikini, je fais du surf, je mets des micro-shorts si j'ai envie. Si ça dérange l'autre, c'est son problème, clairement. C'est peut-être plus une question de comment on se perçoit et prendre le temps aussi de mettre en valeur, c'est-à-dire de mettre des vêtements dans lesquels vous êtes bien. C'est vraiment important, ça. Parce que c'est une fausse croyance de penser qu'il faut rentrer absolument dans un 36. Et là, de plus en plus, les marques qui maintenant font toutes les tailles, tous les tissus. Et je trouve ça génial. Alors, ça, c'est vraiment super. Et c'est pour aider aussi les futures générations à être bien dans leur basket. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi, au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Alors, je sais que c'est boring un peu, mais c'est les rituels, c'est-à-dire, prends l'Ayurveda, ça peut être le grattage de langue, le bain de bouche à l'huile de sésame. Ce qui vous fait plaisir, c'est vous couper des fruits le matin, ou moi je mange salé avec du fromage. C'est des rituels qui vous font du bien au quotidien.
et du coup, dans la santé, dans votre vie courante, du coup, dans la santé, dans votre travail. Voilà. Ce que je conseille, c'est de vous faire confiance, quoi. Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel t'es un peu encore en mission aujourd'hui? Ouais, l'obstacle aujourd'hui, on va dire, pour aller vers cette espèce de perfection qui n'existe pas, hein, clairement. Et c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé en général. Je suis vraiment une boulimique de connaissances, d'apprentissage. À 41 ans, là, j'ai pris mes études en bossant, hein, bien sûr. Donc, c'est tous les soirs avec le CNAM pour passer mon master pour devenir psychologue clinicienne du travail. Du coup, oui, moi, ce qui est peut-être dur, en tout cas pour moi, c'est justement l'équilibre pro et perso. Et en étant à son compte et en ayant plein de casquettes, j'ai un super agenda et j'ai un planning hebdomadaire, en fait, où je vois ma semaine et où je pose des temps, en fait. Donc ça va être création de contenu, écriture, préparation d'une formation avec mes déplacements, blablabla. Enfin voilà, tout ça est vraiment timé parce que j'ai besoin de temps de récupération. Donc voilà. Donc j'essaye de respecter un petit peu mes trucs idéaux que j'ai mis pour ma semaine. J'essaye. J'essaie. Ça me demande beaucoup d'exigence envers moi-même. Et en général, j'ai du monde qui me dit là c'est l'heure de couper, il est 21h. Voilà. Coupe le cerveau. C'est peut-être ce qui est dur pour moi, ouais, c'est cette envie d'acquérir des connaissances, en tout cas de me nourrir, parce que pour moi, je serai jamais experte. On en revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Je serai jamais experte. Je suis toujours en perpétuelle recherche. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Léonard de Vinci, il touchait à tout, à la mécanique, à la philo, à la science, au dessin. Il touchait vraiment à plein de domaines dans une vision un peu universelle de la connaissance, en tout cas, d'un homme un peu complet. Enfin, je mets entre guillemets parce que voilà, homme avec un grand H. En tout cas, moi, je suis dans cette recherche, dans cette quête de ça. Et du coup, je suis un peu une boulimique, comme j'ai pas d'enfant en plus. Moi, je suis en parcours 2. Enfin, en tout cas, j'ai ce temps-là. Et c'est compliqué pour moi de trouver l'équilibre. C'est une question de chaque jour, hein, pour moi. J'ai pas de méthode miracle, hein, hormis vraiment essayer d'organiser ces temps-là. Je me disperse assez facilement. Donc, j'essaye la fameuse méthode Pomodoro de la tomate. Ouais, c'est les 25 minutes ou 30 minutes. Moi, je mets 30 minutes de concentration. Je vais prendre l'air, défocaliser le regard de l'ordi, et puis je reviens, je reviens 5 minutes après. C'est la méthode que j'ai trouvée. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être? Attention, l'heure est grave là. Oui, accrochez-vous. Alors, je suis mariée avec un basco-landais, donc du coup, je suis une dingo de fromage. Sauf que j'ai l'endométriose. Du coup, tout ce qui est inflammatoire, le gluten et tout, c'est pas terrible. Et moi, j'adore les pâtes, enfin les vraies pâtes, hein, pas celles sans gluten. Donc et j'aime la mozzarella di bufala, le fromage. Je suis voilà. Donc de temps en temps, je déroge à ces règles, voilà. Et je sais que je vais un petit peu déguster pendant 48 heures, mais ça fait partie du plaisir. Donc la vie, c'est aussi ça. Moi, je suis une bonne vivante. Voilà, accepter un peu les conséquences derrière, mais c'est pas grave. Voilà. Canon. Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Faites des erreurs, plantez-vous, trompez-vous, décevez-vous, étonnez-vous, décevez les autres, étonnez les autres, surprenez-vous. Ça fait partie de la vie, quoi. Enfin, voilà, il y a la métaphore du ancien chinois qui trimballe 2 jarres d'eau de chaque côté pour ramener de l'eau chez lui. Et puis, il s'aperçoit au bout d'un moment qu'il y a une jarre qui est percée et du coup que l'eau coule. Alors, il se dit, mince, je perds de l'eau. Et en fait, il s'est aperçu que du côté où l'eau coule, sur le chemin, il y a plein de fleurs qui se sont mises à pousser. Donc, finalement, le dérapage, l'erreur, le pot cassé, finalement, a toujours une autre vibration, une autre résonance. Peut-être faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Donc, oser, voilà. Au pire, ça marche pas. Et alors, vous aurez osé. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Notre état de base, c'est le calme et le cœur chaud. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez mis des couches de papier bulle autour, comme si votre smartphone était cassé. Vous savez, quand il est cassé, on lui met des couches de papier bulle pour pas qu'il nous griffe ou qu'il nous brûle ou qu'il nous fasse mal ou qu'il nous hérite sur la joue. Vous avez beau avoir mis plein de couches de papier bulle pour pas souffrir, parce que ça fait mal. Et en fait, c'est la vie. Donc oui, on saigne, on se fait mal, on trébuche, on tombe du vélo. Ça fait partie du truc et voilà. Et tous les autres moments paillettes, ils sont là et votre cœur chaud à l'intérieur, il bougera jamais. Voilà, on pourra jamais vous l'enlever. Finalement,
Peut-être de temps en temps s'arrêter de courir après quoi? Après ce qu'on pense devoir faire, on pense devoir être, parce que finalement à l'intérieur on a déjà tout et on est complet. On n'a rien à besoin de prouver aux autres ou à soi-même parce qu'on est comme on doit être, exactement comme on est. Et c'est parfait. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors sur Insta, Lara Happy Yoga tout attaché, sur LinkedIn avec mon nom de famille, hein, Lara Estelle Barantini. Et puis bien sûr dans les médias, soit RZN Radio où je suis au micro de Gilles pour la chronique Mieux travailler, dans chaque numéro d'Esprit Yoga sur la rubrique Yoga Taf pour tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, et également dans la rubrique Yoga sur 2 doubles pages pour Méditation Magazine et dans vos entreprises, que ce soit en formation, voilà, en cours, en session, en atelier de sensibilisation. Ça va du sommeil à l'éveil musculaire, à la respiration, enfin voilà, un peu partout quoi. Ah oui, et puis bien sûr, achetez mes livres. Non, je plaisante. Non, offrez-les la boîte à outils de la relaxation et la boîte à outils express de la relaxation aux éditions Duno. Super, merci Lara. Merci à toi, merci pour ton temps. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Merci beaucoup. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.